Donald Trump a déclaré que son équipe était constituée des meilleurs tueurs dont dispose l'Amérique. Qui sont ces tueurs? Alors très clairement, ce sont ce qu'on peut appeler des oligarques, c'est-à-dire des milliardaires. Il y a une dizaine, pas moins, de milliardaires au sein de l'équipe Trump qui viennent de Wall Street, etc. Et Wall Street a toujours joué un rôle assez considérable dans les affaires, un rôle très influent auprès de la Maison-Blanche, etc., dans les années passées, dans les gouvernements passés. Mais cette fois, ça dépasse vraiment toutes les mesures. Le principal signe de cela, c'est le rôle que va jouer la fameuse banque d'affaires Goldman Sachs. Goldman Sachs, là aussi, elle a joué un rôle prépondérant dans différents gouvernements des États-Unis, y compris au début lors du premier mandat de Barack Obama. Mais cette fois, là, il y a au moins trois poids lourds du gouvernement qui sont des hommes de Goldman Sachs qui seront dans ce gouvernement. Il y a le chef économiste qui va se trouve l'exécutif dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Il s'appelle Gary Cohn. C'était le numéro 2 de Goldman Sachs, rien que moins. Et il va conseiller le président Trump sur les questions économiques directement. Et il y a aussi Steven Mnuchin, qui est le secrétaire au Trésor. Alors lui, a passé 17 ans au sein de la banque. Et puis il y a lui-même le stratège du national-libéralisme qu'entend imposer Trump. C'est Steve Bannon, passé aussi par Goldman Sachs. Alors quelle va être la tâche assignée à ces tueurs? Ils vont avoir une double tâche. Il y en a une première qui est assez classique. D'expérience, on connaît aussi en Europe. Il s'agit de réduire la fiscalité sur les grands groupes, la fiscalité et les dépenses sociales des grands groupes. Déjà, par exemple, l'équipe Trump veut réduire de 35 à 15% l'impôt sur les sociétés, c'est considérable. Donc ça, c'est la première tâche. Deuxième tâche, mais elle découle de cette première tâche, ça va être d'adopter une politique de fer pour réduire les dépenses publiques et les dépenses sociales, parce qu'évidemment, il va falloir compenser ce manque à gagner considérable avec les cadeaux fiscaux accordés aux entreprises. Et pour cela, le chef de ces nettoyeurs, si je puis dire, des politiques publiques et sociales, ça va être Steven Mnuchin, donc je dis nouveau secrétaire au Trésor. Mais il va être bien entouré. Il va devoir sabrer dans ses dépenses. Et ce sont à chaque fois des privatisations, par exemple dans le domaine de l'éducation, il y a des privatisations qui sont annoncées. Ils vont s'efforcer de supprimer, de liquider aussi un des nettoyeurs de Mnuchin, c'est Tom Price, un chirurgien orthopédique qui sera chargé du ministère de la Santé, et il va être lui tout particulièrement chargé de liquider l'Obamacare. Voilà. Trump l'a redit lors de sa conférence de presse du 11 janvier. Il n'y aura pas de quartier avec l'Obamacare. Enfin, il ne veut pas faire de quartier avec l'Obamacare. Ensuite, moi je pense comme nettoyeur particulier, le ministre du Travail, Andy Posner, qui est le patron d'une chaîne de fast-food. Et c'est un véritable social killer. Tueur social, parce que il est en effet depuis des années un farouche adversaire de l'augmentation du SMIC. Il a même menacé ses salariés de mettre en place des robots un peu partout s'ils ne se montraient pas, moins d'appétit en termes de salaire, etc. Donc lui, c'est un véritable combattant qui a été embauché là par Trump sur ce dossier-là. Le détail des arrivées des milliardaires que vous faites, ça me fait penser
Et une anecdote de Karl Marx dans le livre Les luttes de classe en France. Laffitte est duc d'Orléans, un hôtel de ville. Il dit Laffitte laissa échapper ce mot. Désormais, ce sera le règne des banquiers. Et Marx ajoute Laffitte avait trahi le secret de la révolution. Vous ne voyez pas une nouvelle volonté des capitalistes, des grands capitalistes, pour supprimer même les intermédiaires, les lobbies, et prendre les affaires eux-mêmes dans la main. Là, on passe à une phase supérieure. C'est une phase très dangereuse. Ce national-libéralisme de Trump, c'est d'abord en quantité. On a jamais, quasiment la majorité de l'équipe de Trump est constituée par ces oligarques. Et on veut imposer un style différent. On s'aperçoit qu'on est en crise, le néolibéralisme classique est en crise, et on veut passer au national-libéralisme, c'est-à-dire une nouvelle forme à la fois de pression, une nouvelle forme de pression en interne, sur les salariés, sur les citoyens, etc., pour réduire les dépenses publiques, comme le faisait déjà le néolibéralisme, mais on veut multiplier ça par 2 ou 3, et en externe, avec des démonstrations de force si nécessaire, ou des négociations, des deals, comme ils veulent, on soupçonne l'administration Trump de vouloir le faire avec les Russes, avec Poutine. Donc ils ne sont plus satisfaits par les actions de lobby. Ils vont prendre directement dans la main. Ils avaient déjà plus que des entrées, y compris dans l'administration Obama. Il y avait eu Tim Gessner, un certain Tim Gessner, qui venait aussi directement, qui est passé aussi directement de Goldman Sachs à ministre des Finances d'Obama. C'est une chose qui existait déjà. Sauf que là, ça prend une ampleur, on passe un seuil considérable. Alors ça, c'est au plan intérieur, hein, les tueurs au plan intérieur. Mais il y a aussi les tueurs à l'échelon international. Là, on a des gens qui sont plus, sont plus du métier, si je puis dire, puisqu'il y aura 3 généraux à la retraite. Mais ils sont chargés de montrer les muscles de l'hyperpuissance au service de ce que j'appelle moi une diplomatie du deal. Et qu'est-ce que ça veut dire une diplomatie du deal? C'est faire croître la taille de l'armée. L'armée américaine doit passer, il doit y avoir 50 000 soldats d'actifs en plus, 13 bataillons de Marines, des bateaux de la flotte de guerre on va investir dans un nouveau bateau de la flotte de guerre, etc. Donc quelque chose d'assez considérable, encore qui va peser sur le budget. Hein. Et on veut se servir de cette force militaire pour peser à la fois sur les partenaires, sur les alliés, et pour peser aussi évidemment sur les adversaires. Diplomatie du deal, on est dans une démarche mais on est avec les alliés dans une démarche de mercenaires. C'est-à-dire que on veut, avec cette armée, on veut que cette armée puisse se vendre au plus rentable, au plus offrant, selon la logique libérale des oligarques. Les États-Unis, on va faire l'Amérique d'abord, selon le slogan de Trump. Et l'Amérique d'abord, ça veut dire, si vous pouvez payer pour être assisté dans votre défense, dans votre sécurité, on vous fournira le matériel, sinon, vous vous débrouillez, etc. Et alors, la politique du deal, ça veut dire aussi de passer des accords, compte tenu de ce rapport de force instauré avec la puissance militaire, de passer des accords avec ceux qui sont considérés comme des ennemis, ou en tout cas des potentiels dangers, etc., depuis des années. Et la Russie fait partie de cela. Des États hostiles, il les nomme. Oui. Et pour mettre en œuvre cette diplomatie du deal,
Il y a certains Rex Tillerson, là encore c'est un oligarque parmi les oligarques, puisque cet homme-là c'est rien moins que le PDG de ExxonMobil, la plus grosse compagnie pétrolière des États-Unis et du monde. Donc il va être chargé, il a accepté de devenir le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Précisément, Tillerson était auditionné au Sénat et il y avait une conférence de presse, la première de Trump. Dans toutes ces questions-réponses, l'axe principal était la Russie. Et la polémique fait rage sur le sujet qu'avec ces documents que prouverait que le Kremlin aurait les moyens de faire chanter le nouveau président des États-Unis. Pourquoi ce bras de fer et pourquoi cette ambiance totalement anti-russe à la veille de l'investiture de Trump? La diplomatie du deal, ce que je viens de développer, implique des ententes avec les partenaires, comme bien sûr, mais aussi des négociations avec les puissances les États hostiles, etc. Donc, aux yeux de Trump et de ses killers, il apparaît intéressant de s'entendre avec Poutine et les oligarques russes aujourd'hui. Ce serait la seule méthode pour éradiquer Daesh, l'État islamique, brandi comme une priorité de Trump et, au plan international, et résoudre des problèmes du Moyen-Orient, qui est, comme on le sait, dans un état, résoudre les problèmes du Moyen-Orient, parce qu'ils sont dans un état chaotique. Les uns et les autres, aussi bien Poutine que Trump, sont rapprochés par le fait qu'ils se réfèrent à la guerre des civilisations. Les chrétiens d'un côté, l'Occident et les chrétiens d'un côté, les musulmans et de l'autre. C'est une base d'entente, c'est ça qui fait leur base d'entente, et c'est extrêmement dangereux, évidemment, je ne fais pas un dessin. Pourquoi ? Alors, dans ce sens, la force de la polémique, donc, comme je disais, un seuil, indique aussi l'existence des clivages stratégiques profonds au sein de la classe dirigeante des États-Unis. L'intérêt de cette rocambolesque histoire là, qui ressemble à un roman de John le Carré sur l'espionnage d'un ancien espion, enfin les activités d'un ancien espion britannique, voilà, qui établit des relations entre Trump et les services russes, et qui même prétend posséder une cassette vidéo montrant Trump participant à une partouze à Moscou. Voilà. L'espion qui est la source des presses. C'est l'espion qui est la source de tout ça. Voilà. Ça ne réside pas sur une éventuelle authenticité. Le document en question, les documents en question, personne n'est capable de dire, enfin, de les authentifier. Les services américains eux-mêmes disent ils ne sont pas authentifiés. Donc ça paraît très très douteux comme information. Mais en même temps, on sait que celui d'après le New York Times, celui qui a sollicité l'espion britannique à la retraite, là, c'est un républicain. Et il l'avait sollicité l'été ou le printemps dernier, au moment où la polémique battait son plein entre une partie des républicains et Donald Trump. Donc voilà, c'est pour dire combien... Alors d'un côté, il y a ces gens qui se considèrent, qui sont sur la lancée de la diplomatie, enfin d'une diplomatie ancienne, si je puis dire, où ce qui comptait, c'était en quelque sorte de réhabiliter le climat de la guerre froide, d'isoler la Russie considérée comme une puissance hostile, etc. Et puis de l'autre, il y a ceux qui émergent aujourd'hui, avec les oligarques de Trump, qui considèrent, eux, qu'il faut cette diplomatie du deal et éventuellement, pour isoler d'autres puissances, en particulier, je pense qu'ils ont en tête un isolement de la Chine, pour isoler d'autres puissances, passer des accords, des deals avec la Russie. Voilà, donc à tous les égards, on est à un seuil là très très dangereux.
Quel crédit accorder aux injonctions protectionnistes de Trump quand il prétend qu'il sera le plus grand créateur d'emplois que Dieu a jamais créé? Bon, on retrouve là la rhétorique populiste de Trump, je pense que c'est surtout un message adressé à ceux qui ont voté pour lui, à ses électeurs, qui font partie de la classe moyenne ou même des classes populaires, et qui ont voté pour lui parce qu'il leur semblait justement qu'il allait améliorer leur situation avec toute la démagogie qu'il a déversée sur cette question des emplois américains, préserver les emplois américains, les préserver de la concurrence mexicaine ou chinoise, etc. etc. Donc l'opération de com continue. L'opération de com continue, et même, je pense, va être, vous avez tout à fait raison, et va être même amplifiée, parce que, évidemment, surtout si Trump met la barre aussi haut, hein, le personnage qui a créé le plus d'emplois que Dieu a mis sur cette terre, ça met la barre très haut. Donc plus la barre est haut, et plus les contradictions seront évidentes entre la réalité de l'emploi aux États-Unis et ces affirmations, et plus il devra essayer de donner des gages. Donc l'opération avec Ford au Mexique fait partie de ça. C'est-à-dire qu'on a Ford a déclaré, le patron de Ford a déclaré qu'il renonçait à un investissement, à investir dans la création d'une usine sur le territoire mexicain, pour fabriquer une petite Ford, une voiture bas de gamme de Ford. Et il a renoncé à cela. Et aussitôt, ça a été instrumentalisé par Trump pour dire, mais il n'est même pas encore président, pour dire, vous voyez, comme je suis efficace, j'ai imposé au patron de Ford de revenir aux États-Unis, en tout cas de ne pas investir au Mexique. Si on regarde le dossier de près, on s'aperçoit que c'est totalement picot, parce que si Ford renonce à cet investissement au Mexique, c'est que le marché de cette petite voiture Ford bas de gamme était extrêmement faible. Et aux États-Unis, il suffit de se rendre aux États-Unis pour voir que les petites Ford n'ont pas beaucoup de place, et que ce sont surtout, compte tenu du prix du carburant, etc., ce sont surtout des modèles 4x4, des pick-up qui ont le vent en poupe. Et donc le patron de Ford dit, on va arrêter les frais là, avec ce petit modèle, et on va en transférer la production dans une autre usine, pas aux États-Unis, mais au Mexique aussi. Mais on va réduire cette production. Donc simplement, tout cela est de l'esbrouf, de la com, style Trump, pour donner des gages, encore une fois, dans une situation qui ne va pas être facile pour ceux qui ont voté pour lui. Les menaces que ce Trump appelle lui-même ses tueurs apparaissent extrêmement graves tant pour la cohésion sociale aux États-Unis et que pour la paix dans le monde. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, de résistance dans l'immédiat? Je pense que c'est pas une question de lueur d'espoir ou de pas lueur d'espoir, c'est une question de que faire pour les progressistes aux États-Unis et ailleurs dans le monde, et en Europe et ailleurs dans le monde. Que faire dans cette situation face à l'émergence de ce phénomène, de ce national-libéralisme de Trump aux États-Unis, mais on connaît aussi le national-libéralisme en Europe. On l'a vu avec le Brexit, et on le voit avec la poussée des forces nationales libérales
En Europe. En Europe et en France. En France. Donc il y a nécessité d'une mobilisation très forte. Les progressistes aux États-Unis ont bien compris ça. Ils sont eux qui ont subi une très cuisante défaite avec l'élection de Trump. En même temps, dans une situation très contradictoire, puisque à la primaire démocrate, je rappelle que c'est Bernie Sanders, un candidat très très progressiste qui a fait quasiment jeu égal avec Hillary Clinton. Ben, ces gens-là se mobilisent aujourd'hui et disent attention, on franchit là des seuils insupportables, où va notre pays, et ils entendent bien planter des jalons pour résister à cette politique de Trump en commençant par manifester dès le jour de l'intronisation de Trump. On attend certainement des manifestations plus importantes encore qu'au moment de la prise de pouvoir, la prise de fonction de George W. Bush. Je rappelle que ça avait donné lieu à de nombreuses manifestations. Là, je pense que ça va être encore plus important. Il y a toute une série d'associations, défense des droits de l'homme, des droits civiques, Black Lives Matter, etc., des syndicalistes qui se mobilisent et qui ont appelé à manifester le jour de l'intronisation de Trump, le 20 janvier. Alors je parlais de Bernie Sanders à l'instant, Bernie Sanders il a lancé une pétition qui a recueilli quelques 300 000 signatures pour que Trump démissionne son chef stratège, Steve Bannon, et voilà ce que dit... Qui était son directeur de campagne. Qui était son directeur de campagne, et Sanders dit, très très inquiet, il a déclaré le racisme et le sectarisme, pour justifier donc cette pétition, ne peuvent faire partie intégrante d'une quelconque politique publique. Donc voilà, il y a la résistance de Bernie Sanders qui essaye de trouver ses marques dans cette situation très compliquée. Et puis il y a différents groupes féministes qui n'ont pas supporté les insultes, le comportement, on se souvient, de Trump, et qui annoncent un rassemblement géant, eux, le 21 janvier, le lendemain. C'est-à-dire que le 20 janvier, il y a de grosses manifestations qui sont annoncées au moment où Trump va faire son entrée en fonction. Et le 21, ces femmes, ces féministes, différents mouvements qui ambitionnent de rassembler jusqu'à 200 000 personnes à Washington, vont se mobiliser. Elles ont pris comme mot d'ordre Make America Think Again. Ce qui est un jeu de mots assez savoureux avec le slogan de campagne de Donald Trump qui est, on s'en souvient, Make America Great Again. Alors Make America Think Again, ça veut dire faites en sorte que l'Amérique réfléchisse ou pense à nouveau. Et Make America Great Again, c'est le slogan de Trump, c'est rendre l'Amérique plus grande à nouveau. Et donc voilà, ces forces ont compris les dangers qui menacent aujourd'hui et la planète, et leur pays et la planète, quoi. Voilà. Merci beaucoup.